C'est toujours un plaisir de venir à votre rencontre comme chaque dimanche soir pour démarrer une nouvelle aventure culturelle en votre compagnie à travers vos questions et vos réactions sur cultureclub@emtv.dz. Et ce soir, c'est la littérature, c'est la poésie, c'est la chanson qui va nous réunir autour d'une thématique qui vous est certainement chère. C'est le partage culturel, encore une fois, que nous provoquons chaque dimanche soir en seconde partie de soirée. On a eu du plaisir à la recevoir pour son premier roman qui avait pour titre Les secrets de la Girelle. Et la Girelle n'a toujours pas livré tous ses secrets. On est réellement dans une quête existentielle, philosophique, allez savoir. Elle est dans une écriture, dans une approche plurielle. Elle, c'est notre première invitée, qui n'est autre que Amina Bekahli. Bonsoir. Bonsoir, Karim. Nous voilà de retour, Amina Bekahli, pour une autre aventure, un autre vol de nuit. C'est pour votre ouvrage Nomade brûlant, paru aux éditions ANAP. Ça a été réalisé lors de l'organisation du 22e Salon international du livre. Et donc ça, on va dire, c'est réellement le deuxième effet qui se coule. Quelques mois après le salon, nous voilà de retour posé aujourd'hui pour repartir en voyage, pour parler d'une condition humaine des plus terribles. C'est l'arrachement, c'est le déracinement, c'est l'exil. Ce sont des thématiques pratiquement assez récurrentes dans vos univers poétiques, mais également littéraires. Nous allons en parler tout au long de l'émission avec vous. Merci d'avoir fait ce vol de nuit Oran-Alger, qui a été très calme d'après ce que j'ai entendu dire. Merci beaucoup, Karim, de m'avoir invité. Et je suis toujours très heureuse de revenir dans cette émission et de revenir débattre avec toi, parce qu'il y a toujours cette sensibilité, et c'est très important, parce que si on enlève la sensibilité, on est dans l'idéologie, on n'est pas dans l'art. Eh bien, nous allons en parler tout au long de l'émission. Merci d'être avec nous aujourd'hui. La poésie, je vous l'ai promis, elle nous réunit ce soir à travers notre deuxième invité, qui est également dans une approche plurielle, poétique, mais également philosophique. Lui n'est autre que Hamid Tahri. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. J'espère que le vol de nuit Montpellier-Alger était très serein, sans aucun trou d'air. Non, ça s'est très bien. Très bien. Contrairement à votre poésie, qui elle aussi est plurielle, je le disais. Vous êtes journaliste, vous êtes auteur d'essais, de poésie, traduit récemment en espagnol, un ouvrage sur lequel nous reviendrons dans quelques instants. Vous avez reçu beaucoup de prix. Le dernier en date, c'est le concours international de poésie, mais également une mémoire commémorative Taras Shevchenko. C'est bien ça. Exact. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Furtif instant, ce chant de mots, nous en parlerons tout au long de l'émission. De la poésie, le premier est édité chez Casbah Éditions et le second aux éditions Le Vent. Merci encore une fois. Merci à vous. Ne vous avais-je pas promis une émission pratiquement polyphonique aujourd'hui? Nous allons entendre plusieurs voix, celle de notre troisième invité qui est dans une forme de mariage, de brassage, de mélange entre la world music qui englobe le jazz, le shabi, le rail, mais le rail des anciens pour vous dire. Presque 40 ans, ça n'est pas réellement son âge mais son expérience, le chiffre de sa carrière. Lui, c'est notre troisième invité. Si Kamel, bonsoir. Bonsoir, Karim. Merci d'être avec nous, Si Kamel. Merci, ça me fait chaud au cœur. Merci les Chab Jazairi en général. C'est vrai que cette Algérie était, c'est un puits sans fond, c'est la source à travers laquelle vous réalisez à chaque album, dans chaque chanson. Vous êtes très souvent en dialogue avec les grands chouyours qui ont marqué à tout jamais l'histoire de la musique algérienne de ces 60 dernières années. Vous êtes dans un travail de collectage. À chaque fois que vous venez en Algérie, vous voyagez et vous allez à leur rencontre, vous les écoutez, vous les enregistrez. Et c'est ce qui donne réellement naissance à des albums et à des chansons réellement plurielles et diverses. J'écoute beaucoup surtout, parce que c'est en écoutant qu'on apprend. Ouais. Et puis on t'entend à chaque fois, surprendre. Et si j'ai résisté, c'est-à-dire j'ai passé à travers le temps, parce que j'étais dans des grandes majors à Paris. J'ai rendu mes contrats plutôt. Ils ont essayé de me faire rentrer dans des choses qui leur plaisaient à eux, mais un peu moins moyennement. Vous ne pouvez pas vous enfermer dans un style ou dans un genre, non, parce que vous êtes tout simplement dans un cocktail de sonorité mondiale. Voilà. Faut-il le rappeler, vous êtes auteur, vous êtes compositeur, vous êtes interprète et musicien bien sûr. Nous allons découvrir quelques-uns de vos clips dans quelques instants, du moins bien avant la fin de l'émission de ce soir. Et celui qui va un peu décrypter vos univers, parce que je le disais encore une fois, au risque de me répéter pour la deuxième et dernière fois, ils sont réellement pluriels. C'est un journaliste, mais c'est également un poète. Nous avons eu du plaisir à le recevoir ici il y a quelques années, et cela ne rajeunit guère le grand curieux que je suis. C'est Smaïl K, journaliste, poète. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour l'invitation, mon frère. C'est moi qui vous remercie. Carnier insomniaque,
plus actuelle que jamais, j'allais pratiquement dire. Oui. Aujourd'hui, c'est un peu la poésie, hein, l'esprit poétique qui rôde ici au Studio 1, habité par je ne sais combien d'esprits bienfaisants. Saison hindoue, entre 94 et 96, vous me disiez, je me suis arrêté à 96 parce que je ne pouvais plus rien écrire devant l'atrocité, la folie des hommes, voilà, qui a touché l'Algérie. Oui, au début c'était la fonction, comme on dit dans le métalangage, poétique qui prenait le dessus, mais après, quand la réalité prend le dessus, le drame humain, et qui dépasse tout entendement humain, et commence à décimer des milliers de personnes, ou bien des centaines de personnes comme Ramka ou Hadjkala. Et à ce moment-là, je ne pouvais plus dire, il n'y a pas de poésie. Et c'est un quartier mythique, c'est Gambetta, à Oran, exactement. Vous avez rencontré mon ami musical, je le rappelle encore une fois, c'est Kamel. Nous allons revenir à vous dans quelques instants. Questions, réactions et suggestions, n'hésitez surtout pas, cultureclub@tv.dz. Donc, Amina Mekhadi, rebonsoir. C'est un poésie en Italie, non pas pour un ouvrage, mais particulièrement pour une poésie, laquelle nous allons parler un peu plus tard, parce que là vous êtes sur ce plateau pour nous parler de, je le rappelle encore une fois, Nomade brûlant, c'est aux éditions ANEP, où il est question de la tragédie humaine, de l'exil, de l'arrachement, mais à travers le témoignage d'un enfant qui a été adopté à l'âge de 16 ans, bon ça c'est pratiquement lorsqu'il a été adopté par ses parents français qui n'ont pas d'enfant, qui l'ont adopté parce qu'il était un élève brillant, qui a été arraché à sa terre parce qu'il était dans un camp de regroupement. De regroupement, oui. La tragédie humaine et particulièrement les régions du Grand Sud qui vous ont toujours parlé, toujours habité. Toujours, oui. Je reviens vers la thématique du Sud. Le titre porte déjà ce nomade, bien que les nomades ne sont pas la particularité du Sud et du Grand Sud. Hein, il faut savoir que un petit peu avant la colonisation, à peu près 80% de la population algérienne était nomade. Donc c'est plus qu'une philosophie ou qu'une mode, c'est un mode de vie à part entière. Et donc j'avais envie de revenir sur ce mode de vie de nomade, par justement la voix, hein, parce que j'utilise le mot voix, hein, la voix de ce petit garçon qui va raconter à travers des réminiscences, des allers-retours entre son présent justement dans l'exil et l'arrachement et son passé de petit garçon, d'abord dans sa famille de nomades et ensuite dans ce camp de regroupement où il va être emprisonné, où il va être enchaîné, il le dit lui-même. Et c'est cela que je raconte dans ce roman. Comme un animal. Oui, à un moment donné, on y revient parce que quand on est privé de sa liberté, quand on doit attendre qu'une autre personne nous donne à manger, quand notre survie, c'est-à-dire notre alimentation, est conditionnée par une tierce personne, on revient à l'état animal. On est à l'état animal. Et c'est ce qui s'est passé pour ces Algériens qui ont... c'est estimé à peu près 3 millions d'Algériens qui ont été placés dans des camps de regroupement. Donc ce n'est pas un enfant, ce n'est pas une famille. Et je suis certaine... C'est l'histoire d'un pays que vous écrivez à travers la voix d'un enfant. C'est l'histoire d'un pays que dans chaque famille, c'est chez chacun de nous, il y a un membre ou une famille ou des parents lointains qui ont vécu ce déracinement, qui ont vécu cette tragédie, oui. Il n'a jamais pu se reconstruire. Il a témoigné de la première à la dernière page, parce qu'il est devenu un grand psychiatre. Hein. Oui, tout à fait. Voilà, qui a écrit, qui a eu une renommée internationale. Il n'a jamais pu se détacher de sa terre, de sa mère, la patrie, mais également la mère qui était pratiquement d'une froideur terrible, hein, qui n'a jamais exprimé ses sentiments vis-à-vis de cet enfant qui lui a été... jamais su, oui. Voilà. À un moment donné, il se pose même la question, est-ce que les mères connaissent réellement l'amour? Je n'ai jamais vu ma mère ou une femme toucher un enfant, l'embrasser, l'enlacer, et le fait de voir deux vieux s'embrasser l'a pratiquement écœuré à un moment donné. Il y a également dans cette histoire, je le rappelle encore une fois, le nomade brûlant, c'est chez ANEP Éditions, une écriture, un rapport au corps et à l'approche sentimentale. On ne se dit jamais des choses aussi belles. Oui, je le dis dans le livre. Donc autant j'ai dit dans Le secret de la Girelle, les corps n'étaient pas là. Hein, c'était des âmes. On a vu des âmes. Autant dans Nomade brûlant.
comme la peinture, etc. Autant dans un Nomade brûlant, j'avais justement, parce que c'est un roman aussi, je tiens à le dire, c'est un roman où le personnage principal est la peur. C'est un roman sur la peur. Et cette peur, elle est avant tout, avant qu'elle soit psychologique, l'empreinte de la peur est physique. Donc de là, je vais interroger le corps, non seulement sur ces empreintes de peur, sur ce que nous gardons comme menace par rapport à nos corps, ensuite sur le désir, sur comment... Sur le côté tactile. Donc cet enfant va réaliser, en partant vivre ailleurs, il va réaliser qu'effectivement, l'expression de l'amour d'une mère à un enfant n'est jamais passée par le corps. Donc que sa mère ne l'a jamais embrassé. Et il se dit, j'ai jamais vu mes parents s'embrasser. Et justement, cette image, il est en France, il voit des vieux qui s'embrassent. Et il dit que j'ai été presque dégoûté parce que il n'a pas l'habitude de ces images, oui. Mais dans cet ouvrage, je le rappelle encore une fois, Nomade brûlant, on est réellement dans une rencontre, celle du désert, celle de l'invisible, celle du questionnement, celle de la quête, celle des songes également. Oui. C'est tout ça en même temps. Vous êtes dans plusieurs approches à nous donner réellement le vertige, hein, le fait de revenir très souvent, le fait que cet enfant soit arraché dans son âme, ce retour permanent entre le passé et le présent, ces questionnements, ses doutes. Parce qu'à un moment donné, il revient souvent à la mère. Oui, encore une fois, il se dit, serait-elle heureuse de me voir aujourd'hui habillée comme un Romy avec un nœud papillon? Aurait-elle su que je suis devenu quelqu'un de très célèbre? Est-ce que ça aurait été important pour elle? Exactement, voilà. Tout à fait. Oui. Donc c'est un adulte qui va revenir à la blessure. La blessure originelle. Originelle, non seulement de l'arrachement, mais aussi de son rapport à sa mère. Et j'avais envie justement de dire, je le dis beaucoup, moi je suis une mère, j'ai 2 garçons, j'en parle encore une fois, mais c'est mes fils. Sauf que vous leur exprimez votre amour, contrairement à la mère du personnage. Je le fais, et donc j'ai envie de parler de ce rapport qu'on a à la mère, qui est fusionnel, mais en même temps qui est distant. Et ce psychiatre va revenir justement, lui, sur... son expérience de la mère, sur sa déchirure, sur avoir 2 mères et là avoir 2 pays. Donc il va être déchiré, mais en même temps, il ne va jamais, ça va jamais cicatriser pour lui. Le roman de la mélancolie, mais de l'altérité par la même occasion. Oui, je l'espère que ça soit le roman de l'altérité. C'est du moins comme ça qu'on l'a perçu, même si les animateurs ont la sale ou la mauvaise réputation de ne jamais finir les livres ou même de les lire. Alors, pour revenir, je le rappelle, on va entendre la voix de cet enfant qui dit à la page 80... Mes souvenirs d'enfance affluaient parfois en pleine lumière. Ils sortaient presque de mes yeux et j'avais peur que quelqu'un passant ne les intercepte et ne le comprenne. Je fermais alors les yeux au risque de tomber. En revanche, tout ce qui brillait m'attirait, puis suscitait ma mémoire, moi qui venais d'un village, plus loin encore que la lumière, d'un village où le seul projecteur installé à grand bruit par les chefs de la tribu était celui qui éclairait le minaret de la mosquée ou le mirador. Je ne sais plus vraiment. La mosquée donnait le sens au tournoiement des boussoles. Elle était l'édifice du passé et du présent. Le futur chez moi est un temps qui n'existe pas. Je suis arrivé dans cette ville il y a très longtemps, bien longtemps. J'avais à peine l'âge de savoir ce que le mot exil voulait dire. Je m'exilais donc en prenant cet avion. Je ne savais pas que ma mère allait me maudire jusqu'à la fin de ses jours. Je ne savais pas que changer de ville, de pays ou même de continent voulait dire, dans mon cas, changer de peau. Je ne savais rien de tout cela. Ma mère, elle semblait le savoir. Elle ne disait jamais rien. Les cernes de ses yeux lui donnaient cet air endormi et fatigué qui m'impressionnait. Elle ne m'a jamais embrassé, car on n'embrassait jamais un garçon. Elle n'a jamais embrassé mon père non plus. Un jour, j'ai vu une vieille qui embrassait un vieux et j'ai envie de vomir. Jamais chez nous les vieux ne s'embrassaient sur la bouche, ni les jeunes d'ailleurs. Mes souvenirs sont comme une planche pleine de clous. Ils m'empêchent de dormir. Ils me blessent partout dans mon corps. Ce psychiatre, j'ai comme l'impression, parce qu'il a, je dois le rappeler à ceux qui viennent de nous retrouver, a été arraché à sa terre natale, dans le sud algérien, adopté par une famille de Français qui n'ont pas d'enfants, ils l'ont aimé, ils l'ont élevé, qui est devenu donc un grand psychiatre, mais il n'a jamais pu, malheureusement, se reconstruire.
Alors, c'est les accidents de la vie, hein, oui. Parce que lui, il a été adopté très très jeune, et c'est les accidents de la vie qui vont le faire replonger dans ce qu'il croit être ses blessures. Parce qu'il en parle, il n'est jamais sûr de ses blessures. Il est en éternel questionnement, il s'interroge. À un moment d'ailleurs dans le livre, il dit « Pourtant, j'ai été heureux ». C'est-à-dire qu'il... Ça, c'est à la fin qu'il le dit. Voilà, hein, quand il était enfant, c'est-à-dire qu'il va essayer de comparer. Il est tout le temps dans la comparaison entre deux sociétés, hein, une société occidentale, donc la lumière, et une société, une autre lumière, une société nomade, colonisé, parce que son enfance était dans un pays colonisé, et il va essayer de nous faire, à nous lecteurs, hein, parce que moi je suis parfois aussi du côté des lecteurs, nous faire vivre cette blessure qui ne cicatrise pas, qui a du mal à cicatriser. Serions-nous réellement, Amina Mekali, dans cet ouvrage, dans une forme de monologue de l'intérieur, dans ce chant de l'amertume? Pour la deuxième partie du roman, parce que le roman est en 3 parties, dans la deuxième partie du roman, qui s'appelle, la deuxième partie s'appelle le manuscrit, il est justement dans ce monologue, parce que c'est à la première personne, et c'est la voix de l'intériorité de ce personnage qui, à un moment donné, devient tous les personnages. C'est-à-dire que... C'est pour là qu'on parlait réellement d'une forme de symphonie. Oui, donc il devient la voix, d'ailleurs il le dit par moments, il le pense en tout cas certainement, nomade, il devient la voix d'un peuple. Et donc ce monologue, c'est aussi le monologue d'un peuple. Du peuple algérien. Une histoire terrible, hein. Voilà, du peuple celle, algérien, je le rappelle encore une fois, de la guerre de libération, puis juste après, dans les années 90, cette guerre qui ne veut pas dire son nom, encore une fois, tout à fait, les années 90 et 2000. Et le narrateur a réellement perdu, il est complètement perdu. J'ai comme l'impression qu'il est perdu dans son âme, dans son être également. C'est ce qui l'a poussé vers tous ces questionnements sur les identités, sur le rapport au corps, sur le rapport à l'autre, hein, sur la tradition et la modernité. Tout ça habite réellement les univers de votre personnage. Les questionnements, c'est de la première à la dernière page. Oui, parce que c'est certainement mes questionnements aussi à moi, en tant qu'être humain, pas seulement en Algérie, mais en tant qu'humain qui réfléchit à la condition humaine. Et ce roman, je le redis, hein, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un roman de la peur, parce qu'à un moment donné, j'ai beaucoup pensé, je pense tout le temps à la peur, et je me dis, voilà, donc cette peur, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, en parlant de cette guerre qu'on ne nomme pas, monsieur en parlait tout à l'heure, est-ce que cette peur a disparu par enchantement? Je ne le pense pas. Est-ce que cette peur, pendant 130 ans, cette peur a disparu? Je ne le pense pas. Et les acteurs de la guerre d'Algérie, les gens qui ont été là, qui sont encore vivants et qui ont témoigné, pour la plupart pour mon roman, sont là et leur peur est là. Donc c'est cette peur, moi, que j'ai envie de questionner. Et vous avez mis pratiquement 7 ans pour écrire cet ouvrage qui, lui, vous a demandé, encore une fois, des voyages, des rencontres et pratiquement des reportages pour entendre les voix de tous ces témoins. Totalement, parce que pour reconstituer, j'espère que j'y ai réussi, pour reconstituer le contexte spatio-temporel d'un camp, de l'enfermement, pour revivre cette angoisse que l'on ressent. Oui, effectivement, j'ai dû écouter beaucoup de gens respecter leur silence, leur pudeur, leur dignité aussi, parce qu'on reste toujours digne face à l'inhumain. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Qu'on ne dit pas parce que la misère est honteuse, c'est comme ça, hein. On a honte, on a envie d'oublier, on a envie de ne plus en parler, mais pourtant c'est là. Et donc ça vient par bribes. Moi j'ai des gens qui se sont livrés une fois, une autre fois ça n'a pas été possible, ou ça et de fil en aiguille je reconstituais à travers beaucoup de témoignages et les personnes qui ont lu ce roman, qui ont témoigné et qui me disent merci aujourd'hui, cela me touche énormément parce qu'ils me disent tu as exactement parlé de ce que nous ressentons aujourd'hui. C'est une catharsis. Oui, parce que les gens qui ont vécu dans ces camps,
il y en a encore beaucoup qui sont vivants et qui m'écrivent et qui ont envie de parler de ce sentiment. Vous avez libéré les voix de toutes ces personnes? J'espère, je l'espère. Je l'espère et peut-être libérer aussi, libérer la possibilité à d'autres personnes d'écrire leurs témoignages, de parler de ça, d'en discuter et de... Voilà. Et faut-il rappeler que cet enfant est issu d'une famille de nomades sédentarisés, hein. Évidemment, voilà. Parce que... Et à un moment donné, vous êtes également dans cette question, et je voulais réellement vous la poser, pour ceux qui nous regardent des régions du Grand Sud, algériennes, mais également au-delà. Les nomades, paraît-il, sont atteints d'une maladie mortelle. Elle s'appelle la sédentarité. Ah oui, c'est ça, c'est évident. Incurable. C'est incurable. Oui. Ouais. Et si on veut les tuer, on les sédentarise. Nomade brûlant, c'est aux éditions ANEP. Faut-il également dire que vous êtes également habité par la poésie? Chaque chapitre est habité par la poésie, Amina Mekali. Vous ne pouviez absolument pas vous en passer. C'est comme je disais tout à l'heure, je pense que sans poésie, je ne conçois pas, moi en tout cas, une écriture sans la poésie. J'écoutais Hubert Haddad au SILA, au Salon du Livre, qui disait s'il n'y a pas de poésie dans un roman, c'est de l'idéologie. Et donc j'ai aimé beaucoup cette phrase du grand auteur Hubert Haddad. Je me suis dit oui, c'est vrai. Et bon, c'est... Si tu me le dis, Karim, ça me fait plaisir, parce que moi j'écris, je ne sais pas. Hein, si c'est de la poésie, si c'est du roman... Vos ouvrages vous échappent. Complètement. Et ne vous appartiennent plus. Non. Alors, on entend toujours ce garçon, ce grand garçon, devenu un grand psychiatre également, qui écrit « Après mon arrivée, j'ai marché souvent la nuit dans cette ville lumineuse, et les étoiles de mes souvenirs m'avaient semblé très vite ternes à côté de ces guirlandes de bonheur. J'avais pris conscience qu'il existait des lieux sur la terre où je pouvais marcher la nuit, aussi loin que je le désirais, sans avoir peur de me faire tirer dessus par qui que ce soit. Je marchais longtemps, jusqu'à l'épuisement de mes sens. Les odeurs, elles aussi, avaient commencé un soir à bousculer celle de mes souvenirs, celle de mon enfance, uniforme, redondante et grise comme le chaudron brûlé qui trônait sur les cendres éteintes à l'entrée de chaque maison de mon village. Les odeurs de mon enfance n'étaient pas pour vous donner envie ni pour vous apprendre la gourmandise. Elles n'étaient pas les odeurs du plaisir, elles étaient juste suffisantes pour vous empêcher de mourir de faim. Dans ces souvenirs, il y avait ce qui était mangeable, ce qui était haram. Très jeune, nous subissions beaucoup d'interdictions. Déjà, on nous traçait les limites. Ne mange pas d'animaux morts, ne mange pas de porc, ne mange pas la part des autres, pas ceci, pas cela. Et on savait déjà à peine haut comme 3 pommes qu'il valait mieux manger du sable chaud que d'aller brûler dans le feu de l'enfer. Voilà, ça je vous le conseille vivement. Ça s'appelle Nomade brûlant, c'est aux éditions ANEP, approche plurielle, hein, psychanalytique, poétique et historique. Il faut également le dire et le rappeler, Amina Mekali. Merci Karim pour cette C'est moi qui vous remercie. Présentation. Merci beaucoup. C'est en vente libre chez les bons libraires. Et vous pouvez bien sûr intervenir tout au long de l'émission. Question-réaction, cultureclub@entv.dz. Ne vous ai-je pas promis une émission polyphonique aujourd'hui à travers d'abord les univers, je le rappelle encore une fois, littéraires de notre ami Amina Mekali, mais également poétique à travers la présence de notre deuxième invité, qui n'est autre que Hamid Larbi. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Hamid Larbi. Vous l'écoutiez avec pratiquement gourmandise. Absolument. Je suis sincèrement émerveillé par rapport, parce que je dis toujours que la poésie, c'est quelque chose qui est véhiculé par chacun des êtres humains. On dit souvent, on est tous des poètes cachés quelque part. Et donc, on parlait tout à l'heure quand on était dans les coulisses, et sincèrement, Et je vous ai mis l'un côté de l'autre parce que réellement vos univers dialoguent, hein, la poésie, le questionnement, l'exil, l'arrachement et la mort également habitent un peu, et les départs habitent également vos univers. Que ce soit pour Furtif Instant, où il est question, c'est une approche plus philosophique, hein, me tromperais-je? Non, pas du tout. Parce que j'ai par rapport, comme c'était le dernier Furtif Instant, j'ai une approche, je dis toujours, il y a un lien entre l'intuition
l'intuition philosophique et l'intuition poétique. Donc j'ai cette approche toujours de me être attiré. Et je pense que aussi pour certains, comme je connais certains philosophes, ils sont aussi attirés par la philosophie. Beaucoup de philosophes ont exprimé des choses sur la poésie. Donc il y a ce rapport. Ce double dialogue. Absolument, que je pense que c'est essentiel même dans notre existence en tant qu'être, d'avoir cette approche, de se questionner en permanence, de se poser des questions par rapport à notre environnement, à notre démarche dans notre société dans laquelle on vit. Et si nous parlions de départ, vous me disiez, pour la préparation de cette émission, en ce qui me concerne, il n'est pas question d'exil. Hein. Quand vous êtes parti en 1992, vous avez quitté 92-94. 93. Voilà. Non, c'était un départ. Et la nuance est très grande, monsieur Abiti. J'ai décidé de partir. Votre premier exil, votre premier départ vous a conduit en Italie pour finir maintenant en France. Et le départ, le questionnement, un peu l'amertume, habite également quelques-uns de vos poèmes, que ce soit dans les Chants de mots, je le rappelle, c'est aux éditions Casbah, mais également Furtif Instant aux éditions du Levant. Absolument. Je pense que l'exil, moi, l'approche que j'ai faite au départ, c'est bien entendu, c'est douloureux, parce que quand on quitte un environnement, un pays dans lequel on a vécu toute sa vie, une ville dans laquelle on est né, qui est Alger, et qu'on a passé toute son enfance ici, c'est très douloureux de partir et de laisser tout ça derrière soi. Après, j'ai une période, bien entendu, ce que j'appelle un passage à vide, où on n'arrivait pas à se situer par rapport à tout ce qui se passait à l'époque, par rapport à l'Algérie, tout le monde sait, par rapport au contexte qu'il y avait à l'époque. Et donc, à un moment donné, j'ai pris ça de l'autre côté en disant que voilà, ce qui m'arrive aujourd'hui, il faut que j'essaye d'avoir une approche beaucoup plus positive par rapport à cet exil, ne pas pleurnicher sur soi en disant voilà, je suis et je reste. J'ai essayé de faire de cette démarche-là à travers, et j'avoue, ce qui m'a beaucoup aidé à l'époque, c'était la musique, la littérature, le cinéma, etc. en Italie, qui m'a permis d'amortir, d'avoir moins de douleur par rapport à ce qu'on aurait pu imaginer, en restant toujours, bien entendu, l'Algérie était toujours présente avec un esprit nostalgique. Personnage. Absolument, et ça reste toujours dans notre imaginaire, parce que quelque part, on idéalise en quelque sorte notre parcours dans la vie, et même quand on est loin, on a hâte de revenir, et quand on est là, on a hâte de repartir. En quelque sorte, on reste, comme disait par rapport à son livre Le Nomade, on est quelque sorte certains, on est conscients, d'autres non, mais je pense le nomadisme comme construction, comme enrichissement, comme douleur. Comme même l'essence même de notre existence. Je pense que ça fait partie de nous-mêmes. Ce qui nous tue au fond de nous-mêmes, c'est de répéter des choses en permanence. Ce qui nous donne une force extraordinaire, c'est quand on arrive à dépasser cela, en se questionnant en permanence sur des questions. La déambulation, en fait. Ce terme, j'aime beaucoup. La déambulation. La déambulation. Physique ou spirituelle. Et moi, je le mets sur deux éléments que je trouve très essentiels dans mon parcours jusqu'à présent. Il y a deux choses que je trouve très importantes, c'est l'amour et la liberté. Ça, c'était très cher. Hein. Très cher pour moi. Ça, c'était dans une étape, bien entendu, que je pense qu'aujourd'hui, j'avais arrivé à atteindre certains stades de ma réflexion. Et l'autre binôme que j'appelle en quelque sorte le binôme aujourd'hui, c'est le songe et la conscience. C'est-à-dire, je mets en évidence en disant, voilà, on rêve, on vit en permanence dans le rêve, ce qui, je pense, comme disait, certains disaient c'est quelque chose de magnifique pour la méditation de la conscience. C'est-à-dire, rêver, ça nous donne, c'est une méditation pour la conscience. Et l'autre binôme de la conscience, c'est d'être conscient de sa réalité dans la société dans laquelle on vit. C'est-à-dire, on ne peut pas passer son temps à rêver, à se projeter dans le futur, sans être conscient dans quel environnement on vit, en se posant les questions, bien entendu, dans lesquelles on vit, et ne pas être déconnecté par rapport au réel. Voilà. Et malgré l'exil, l'Algérie, le questionnement était présent, je le rappelle, du moins à travers ce chant de mots, je le rappelle, la poésie, c'est aux éditions Casbah. Quand vous écrivez, vous dites « Ma journée est une douleur qui s'enfle, qu'indique seule une voix au son doux, mais la nuit venue, elle déborde, et je crie un vers tout à coup, en jetant mon cri vers mon pays. » Pour qu'il y trouve un écho, un témoin, je partage mon cœur entre les amis et les frères inconnus que j'ai au loin, et mon cri traîne
traîne. Et quand il touche le cœur de mon semblable, celui-ci devine-t-il, lancé d'une nuit pénible, sans sommeil et sans regard, grand point d'interrogation. C'est vrai que le questionnement est également très présent dans ce premier ouvrage. Absolument. D'autant plus à l'époque, quand ça a été fait... Vous avez commis l'ouvrage. J'avais besoin de ça. Comme je disais souvent, pour moi, la poésie, l'écriture, on dit souvent que c'est des mots qui soignent les mots, avec M-E-A-U-X à la fin. Et je pense que l'écriture m'a permis une certaine guérison, une certaine délivrance en quelque sorte. Voilà, exactement. Ça m'a permis de me délivrer de moi-même, d'affronter la réalité telle qu'elle se présentait à l'époque. Donc j'avais pas besoin, si on veut dire, j'avais pas besoin d'aller chez un psy pour pouvoir faire et de ne pas rester dans un enfermement éternel dans lequel on a du mal par la suite à s'en sortir. C'est une forme de reconstruction, de quête de soi. Et qui est en permanence. C'est-à-dire maintenant, avec le recul, maintenant quand je relis ça, je dis, il y a un chemin qui a été parcouru depuis ce temps-là, donc depuis 2007 quand il est sorti, alors que c'est des poèmes qui ont été écrits un peu en avant. Mais je dis qu'il y a un parcours qui a été fait. C'est un témoignage, c'est un carnet de nuit, comme le disait si bien notre ami Esmaïl Ka. Absolument. D'ailleurs, c'est les rares, si vous avez remarqué, c'est très rare où je parle à la première personne dans mes poèmes. C'est un des rares poèmes où je parle à la première personne. Donc, et dans le reste, j'utilise toujours la troisième personne. Le jeu détestable, c'est ce que vous voulez dire? Non, je ne dis pas, c'est par timidité, par pudeur, parce que souvent, il faut avoir la force d'y aller vers l'édition, de se dévoiler. En quelque sorte, on se dévoile de soi-même. Et on a du mal à se voir et à essayer de comprendre, la peur toujours de dire comment on va être jugé par les autres, quel est le ressenti des autres quand ils vont lire un poème ou quand ils vont lire Mais c'est ce que je disais à Amina Mekahli, votre écrit, en public, notre image nous échappe. Votre ouvrage, vos univers. Complètement. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit, on redevient lecteur de nous-mêmes après. Hein, tout à fait. À travers vos yeux, on se relie quelque part. Oui, moi je suis un simple curieux, ni analyste, ni spécialiste, ni critique. Je suis un animateur. Voilà. Et un grand lecteur. J'essaie quand cela me donne réellement envie. Il parlait de timidité, mais moi j'ai des doutes concernant votre timidité, Hamid Larbi, particulièrement à travers cet ouvrage, chez Casbah Édition, je le rappelle, ce champ de mots, quand vous écrivez par exemple, ce soir, vous savez, au-delà de 22h30, 23h, faut tout se dire. Vous dites, ce soir je découvre des délices en découvrant les tiens, un amour encore plus féerique que le songe. C'est l'envie qui me porte à toi, l'envie de renaître en toi, une fable de deux amants, des amants sans lassitude, allongés sur un parterre de cygnes. Tu me livres ton corps et j'en prends soin. La chaleur dans ta chair humide et désirante m'emporte à l'extase du derviche, à vous donner le vertige. Hein. Ton ventre si lisse à la soie si exquise, j'ose la caresse sur cette peau plaisante. Oui, réjouir, j'ai savouré le suave miel de ta fontaine, le parfum de tes seins erre dans mes artères, c'est l'overdose qui me manque déjà. Accro à la poésie, à l'autre, à la femme, ou serions-nous réellement dans une triple lecture quant à ce corps de femme? Je pense, en général, c'est par rapport à l'amour. Quand on place dans ce contexte, par rapport à ce qui a été dit. Et comme je disais tout à l'heure, l'amour et la liberté, pour moi, c'est des choses essentielles de mon parcours jusqu'à présent. Parce que l'amour, notre essence en tant que tel, sur cette terre, je pense qu'il est basé sur l'amour. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'il y ait un être qui a l'amour qui nous sauvera. Qui nous sauvera et qui nous aide dans notre quête d'un amour vis-à-vis de notre semblable, un amour vis-à-vis de la nature, un amour vis-à-vis de la divinité, etc. Et je peux en citer des centaines d'amours qu'on a. Donc l'être en tant que tel, il est toujours à la recherche de ce qu'on peut appeler un amour parfait, un amour excellent, ce qui est peut-être, je ne sais pas, c'est ça, on peut le qualifier en tant que tel. Mais c'est ce qui fait, en tout cas pour ce qui me concerne, c'est ce qui fait le véhicule, le moteur essentiel de ma démarche dans l'écriture. Donc, quand je ressens des sentiments qui sont très forts, donc j'ai eu cette possibilité de les mettre en disant toujours que je pense que beaucoup de gens ont le même sentiment, parce que il faut l'avouer, je vous raconte très brièvement une anecdote qui s'est passée par rapport à ce mot amour. Quand j'étais jeune, j'ai une fille qui a 18 ans maintenant, elle avait 3 ans,
Et à un moment donné, à mon père, que Dieu ait son âme, d'ailleurs, que j'ai une pensée pour lui qui n'est plus là, un amour paternel qui était très attachant, que j'ai dédié le dernier livre. Elle avait 3 ans, elle avait dit à son grand-père, lui a dit « Pépé, je t'aime ». Et je pense qu'en ce moment-là, ça a été un mot qui a libéré mon père, ce qui n'était par pudeur, il ne nous l'a jamais dit à nous. Depuis ce temps-là, il le disait à ma fille. À chaque fois quand il voyait ma fille, il lui disait expressivement « je t'aime ma fille ». Donc c'était pour lui une forme de se libérer. C'était quelque chose, ça lui a donné la chance, ma fille lui a donné la chance de se libérer, à exprimer quelque chose que par pudeur, je ne sais pas, souvent dans notre société il y a un peu aussi d'hypocrisie, parce qu'on n'a pas envie de le dire, mais on le ressent au fond de nous-mêmes. Voilà. C'est pour ça. C'est vrai, hein, sinon on ne dit jamais je t'aime, on dit souvent dans la, comment dire, dans une forme de violence. C'est très puissant. C'est comme dans l'oreille. Voilà. L'oreille a libéré la parole. On va y revenir. Il y a le charnel. Donc quand on le dit, ça. Moi, je suis entre 2 livres et 2 univers. Faut-il rappeler que vous avez reçu plusieurs prix, dont celui du concours international de poésie, ainsi que la médaille commémorative Taras Shevchenko. Je le rappelle encore une fois. Mais vous aussi, Amina Mekali, vous avez reçu le prix Senghor en Italie. Hein. Oui. L'Italie également est un pays qui vous réunit ce soir, parce que vous avez vécu en Italie, Hamid Al-Arbi, mais également vous... Oui, le prix Senghor qui a été décerné le 16 décembre à Milan. Oui. Pourquoi je vous en parle? Tout simplement parce que c'est une poésie qui a été tirée de votre roman Nomade brûlant. Nomade brûlant, oui. Voilà, c'est... Et je dis... Quand on m'a demandé de participer à ce prix, je n'ai pas... J'écris beaucoup de poésie, hein, toi tu me suis sur mes réseaux et ma page. Je n'ai pas réfléchi un instant. Je me suis dit, si c'est le prix Senghor, c'est le... Quelle reconnaissance. C'est le poème, voilà, c'est le poème peut-être qui se rapproche le plus de l'esprit Senghor, ce poème qui est « Je suis de vous ». Et donc j'ai envoyé ce poème qui a eu le prix, oui. Voilà, et comment est perçue réellement et votre poésie, Amina Mekali, mais également la vôtre, hors de nos frontières, par justement l'autre, entre parenthèses? Alors, pour ce qui me concerne, moi, c'est sincèrement ce qui est paradoxal, c'est-à-dire, comme vous l'avez cité récemment, donc j'ai été sélectionné au concours international de poésie par l'Académie européenne des sciences et des arts et des lettres, qui m'ont décerné récemment le prix de cette poésie. Et il y a un écho très positif, je dirais, en France, puisque j'ai eu l'occasion aussi de travailler avec les écoles, etc. Donc il y a une démarche et pédagogique que je fais à travers des collèges et des lycées, que j'espère autant que ça se passera un de ces jours chez nous en Algérie, ce qui n'est malheureusement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le livre qui est sorti avec Casbah Édition, le problème se trouve pas. Toutes les maisons d'édition. Beaucoup de gens me disent qu'on a envie d'y aller l'acheter dans les libraires, mais malheureusement il n'est pas disponible. Voilà, c'est malheureux, mais c'est ainsi. Et vos univers dialoguent souvent avec d'autres univers, ceux, justement, en ce qui vous concerne, Hamid Al-Arbi, ceux de certains plasticiens, concernant le jeu de mots, mais également certains photographes. Hein. Photographes, etc. Vous êtes toujours en dialogue avec... Alors, moi, j'appelle beaucoup plus, plutôt que dialogue, je parle de partage. Ouais. Comme vous l'avez si bien dit au départ dans votre émission, je parle de partage, c'est un espace que je partage toujours, j'aime toujours partager. Ça revient, l'autre jour, j'imaginais un peu les choses, comment ça s'est venu vers moi, et c'est très simple, c'est par rapport à notre histoire, à notre identité, les racines, d'où on vient. Je me rappelle quand j'étais tout petit, ma grand-mère, que Dieu ait son âme, dans le fond des montagnes de Djurdjura, on lui ramenait des dons alimentaires de ses filles, de ses parents, et elle faisait des tas. Et à chaque fois, elle m'ordonnait d'aller les porter chez d'autres familles. Et j'ai gardé cette image de partage. Donc, elle ne voulait rien garder. Elle voulait son bonheur pour elle. C'était de partager avec d'autres. Et dans ma démarche d'écriture, ça revient à la même chose. Donc, à chaque fois, j'ai envie de partager un espace avec d'autres artistes. Comme vous avez bien cité, il y a des photographes dans ce champ de mots. Il y a des photographes, un italien, un français. Dans le troisième, il y a, comment on appelle ça, Tomati avec la calligraphie antifina en berbère. Et dans les 2 prochains qui vont sortir incessamment, il y a un qui va sortir le mois de mars avec l'édition APIC, c'est avec le caricaturiste Gibbs, qui vit en France actuellement, et un autre livre qui va se faire avec un calligraphe marocain en langue arabe. Voilà, et vous avez été récemment traduit en espagnol. Il y a le Furtive Story, il a été sélectionné par une maison d'édition à Madrid et qui vient de sortir il y a une semaine de cela. Je l'ai reçu et qui vient d'être édité. Et je suis très, très heureux et honoré parce que
contrairement, c'est la deuxième langue au monde après le mandarin, et c'est la première langue parlée au monde après le mandarin, c'est la première langue en termes de diversité de pays. Parce que tout simplement, ils ont succombé à votre poésie, et vous l'écrivez à la page 46, succombé aux caresses de ce regard éphémère et charmant enfantement d'un sourire, une sensation, une étrange folie, est-ce une illusion qui trépasse l'évidence? Et c'est habité dans son deuxième ouvrage, Furtif Instant, je le rappelle, aux éditions du Levant. On parlait de regard de l'autre, donc justement sur votre univers, et vous avez donné à un certain André Bonnet, puis également à un autre, sur lequel nous reviendrons dans quelques instants, à pénétrer votre univers et justement à le décrypter. Il a été dans une forme d'enchantement de découvrir réellement votre poésie, votre approche, vos déchirements, vos questionnements. Tout ça a été habité dans la préface de Furtif Instant. Absolument. Absolument, c'était André Bonnet, donc, qui est un écrivain aussi, qui est le fondateur du laboratoire méditerranéen de littérature. Et ça m'a fait plaisir parce que quand je lui ai envoyé le recueil au départ, comme il est très engagé, très pris, et donc il m'a renvoyé une semaine après en me disant voilà, je vais faire la préface avec plaisir. Et encore une fois, c'est toujours dans ma démarche du partage, c'est d'associer plusieurs personnes dans le même recueil, et ça me tient toujours à cœur d'avoir plusieurs personnes qui se retrouvent dans un travail artistique, dans l'écriture. Voilà. Et voilà, donc, il est des supplices qui ne peuvent ni être éludés, ni être oblitérés. On peut seulement les braver afin qu'ils ne nous fourdoient pas. Comme lors d'un trépas d'une âme chère, parfois brusquement et quelquefois si injustement et insupportablement. Quand l'être aimé part pour toujours, c'est pénible d'apprendre à respirer avec ce néant poignant. On ne peut s'empêcher d'y penser. Ce vide est là. La vie ne sera plus comme avant. Il ne devra parvenir petit à petit à apprivoiser sa destinée différemment. Et c'est vrai que la poésie, c'est le chemin, c'est l'espace de tous les possibles. Merci de nous les offrir. Ces deux ouvrages, je rappelle encore une fois, Hamid Arbi, ce chant de mots, c'est de la poésie chez Casbah Édition, mais également Furtif Instant, qui malheureusement n'est pas en vente chez nous. Malheureusement, j'espère qu'il y aura des éditeurs qui seront intéressés à Alger pour le sortir en Algérie. On va dire à bon entendeur alors. Écoutez, Hamid Arbi, merci beaucoup encore une fois. Merci. Question réaction cultureclub@1tv.dz. Je vous avais promis d'abord en premier lieu une émission donc polyphonique à travers la voix de notre premier invité, cette nomade, je le rappelle, à travers ce nomade brûlant de Amina Mekahli, c'est chez donc Anap Édition, ce chant de mots, mais également Furtif Instant de notre ami Hamid Arbi, mais lui aussi est dans l'écriture, dans la grande curiosité des questions poétiques. Lui, c'est notre troisième invité qui a pratiquement 40 ans, qui approche des 40 ans de carrière. Il est dans le brassage, dans le mariage, dans la fusion. Ce sont des sensations plurielles qui nous procurent pour notre plus grand plaisir, nous, grands curieux des questions culturelles devant l'éternel. Kamel, bonsoir. Bonsoir, Karim. Merci d'être avec nous, mon cher ami. Je suis vraiment émerveillé de tout ce que j'ai entendu. Et vraiment, c'est un drame que, d'abord, les livres de monsieur ne soient pas édités, parce qu'on est tellement... Moi, personnellement, je lis dès que je peux, je lis. À chaque fois que je suis en voyage ou quoi que ce soit. Et vous aussi, hein, votre album n'est malheureusement pas distribué chez nous. C'est aussi un des drames sur lequel nous reviendrons, dans quelques instants. Vous êtes auteur, compositeur, interprète, vous êtes réellement versé dans la world music depuis toujours. On le disait au sommaire de l'émission, vous avez toujours été dans ce travail de témoignage, de collectage et particulièrement de lutte contre l'oubli. Quand vous venez ici en Algérie, parce que vous évoluez hors de nos frontières, vous êtes un grand curieux, vous voyagez, vous allez à la rencontre, vous écoutez, vous enregistrez tous les témoignages de ces grands maîtres qui ont habité certains espaces en poésie, mais également en chanson. Et vous restituez cela à travers des albums. Grand curieux devant l'éternel, je le disais également. On avait parlé de vous à Galma lors du Festival des musiques actuelles. Vous avez fait l'unanimité pratiquement. On va revenir sur justement la préservation de ce patrimoine poétique. C'est l'une des missions sur laquelle vous travaillez depuis pratiquement aujourd'hui une vingtaine d'années. Oui, dès le départ, j'avais déjà ce qu'on appelle quelque chose qui était déjà inscrit dans mon ADN, ce qui est le Wahrani, le Raï, mais de l'époque. Et c'est ça qui a vraiment déclenché une soif brûlante de tous les jours, d'essayer toujours
de me dépasser, de surprendre, d'essayer. Voilà. À l'âge de... Quand j'étais à Paris, la première chose que j'ai fait, c'est d'avoir créé un groupe de fusion qui s'appelait à l'époque le Baroud. Ouais. Ça veut dire son nom. On est toujours dans la revendication identitaire. Voilà. Oui. Et comme moi, je suis peut-être un petit peu réfractaire à tous les ordinateurs et tout ça. Moi, la musique, pour moi, elle est faite que par des musiciens. Point. Pas de machine. Jamais. Et donc, je me suis mis à écouter. Donc, je suis parti avec un trésor qui était déjà en moi. Et la chose la plus... parce que j'étais un peu jaloux. Ouais. Je vous le dis, parce que j'ai évolué avec des grands noms comme M. Salif Keita, Youssou N'Dour, et je passe le détail dans le jazz, je travaille au New Morning, etc. J'ai vu pratiquement tout ce qui se fait de bien. Vous êtes dans l'oriental jazz. Bah, bien sûr. Ouais. Et j'ai vu des choses incroyables, et je me suis dit, je les ai entendus, par exemple, au Brésil en portugais. J'étais aux États-Unis, bon, c'est leur langue en anglais. En Espagne, le canterando, par exemple, je suis un fanatique, mais un maboule par exemple, quand j'entends les Camarón, je me demande où je vais ou qu'est-ce que je fais. Accompagné de Paco de Lucia, c'est carrément ce que je viens d'entendre en poésie. Donc, ces choses-là ont déclenché en moi une espèce de, comment on appelle ça, une explosion à l'intérieur. Ma langue qui est en moi, qui est dans mon ADN, je vais la peindre plus ou moins avec tout ce que j'écoute et que je me suis forcé à apprendre dans les conservatoires, etc. Et à plus Vous êtes dans une harmonie naturelle et harmonieuse. Voilà. C'est réellement ça que j'ai ressenti à l'écoute, par exemple, de votre album. Et pour ceux qui ne vous connaîtraient peut-être pas, c'est très rare, nous allons justement inviter les téléspectateurs à découvrir Si Kamel dans sa dimension plurielle. Regardez. Cosa seria de Cuba hasta Argelia. انتي الويلة وانتي التالية بلا بيك انا ما عندي دنيا. حبيني سامحيني حالي صعب عليا حبيني سامحيني قلبي. C'est l'animateur sans voix, je peux vous le dire. Hein. Vous êtes réellement pluriel, impossible de vous enfermer dans un style, dans un genre particulier. C'est un peu votre marque de fabrique, Si Kamel. Hein. Je l'ai voulu dès le départ. Je ne me rappelle plus quel poète, encore à Paris, parce que je suis beaucoup ça. Et un jour, on lui a dit mais vous êtes pas classé, où on vous connaît pas et tout ça. Alors, vous êtes dans la world music, tout simplement. Ben, il a dit, je préfère être mal classé que... Non, il lui a dit, je préfère ne pas être classé que mal classé. Oui. Voilà. Donc, mais ce qui est également extraordinaire, en préparant cette émission, vous êtes réellement dans la transmission, donc justement, voilà. en direction de la jeune génération, voilà. avec laquelle vous dialoguez très très souvent. Exactement. J'essaye surtout de rester en contact avec ce qui se fait, et j'essaye parce que moi, chez moi, j'ai ce qu'on appelle un mur du son. Ouais. Alors ça va du tout à l'aigle, en passant par la musique kabyle, j'ai plein de très très honneur, comme ce que Jamal Allam, Allah Chafi, ça c'était quelqu'un que j'ai connu à Paris. Qui sera très bientôt des nôtres. Inch'Allah, ya Rabbi, Allah Chafi, voilà, je lui fais un bisou. Et dans toutes les musiques, j'ai des passages où les gens écrivent des livres ou écoutent ou je sais pas quoi. Moi, je me mets à écouter des sons. Et quand je vis dans des pays, je sors beaucoup dans les boîtes pour essayer d'écouter, de voir ce qui se passe. C'est pas parce que je la joue un peu le Mac. Non, pas du tout. C'est vrai, c'est authentique. Quand je viens au Oran, je sors beaucoup avec les shuras, des chirs, parce que j'en ai quelques-uns.
Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité. Voilà, que j'aime par-dessus tout, voilà, et que... Je vous sens très ému d'en parler. D'en parler de Rahal, oui, parce qu'il a... Avec Blaoui Houari... Encore gardien de cette mémoire, de cette poésie. C'est des gens qui ont plus ou moins m'ont fait bifurquer ce que je devais être, parce que j'ai fait des grandes études et je devais faire... et j'ai pratiquement achevé mon père avec ça en lui disant que j'ai choisi la musique. Sans regret aujourd'hui, après 40 ans, si quand même. Non, parce que je suis la preuve vivante que ça, en faisant de la musique ou de la poésie ou je sais pas quoi, et en restant soi-même, en subissant énormément d'échecs, les échecs qui font qu'on avance, c'est pas... École donc pour la formation technique des métiers de la mer, une structure qui draine beaucoup de stagiaires désirant apprendre la pêche maritime et la... Parce que tu n'es pas une luciole. Alors j'ai dit, smahli cher luciole, vous vous rendez compte déjà, un type qui ne vit pas à l'étranger, qui vous donne... Une petite lumière dans la nuit. Alors je lui disais, mais luciole, fahmni, qu'est-ce que ça veut dire? قال لي luciole qui صار لها كي الياقوتة سي الياقوتة قال لي تبري في الليل وكي يدور ربي يطفيها. Alors j'ai reçu une grosse claque et vraiment je suis ému, il me l'a dit. Donc il m'a dit si tu veux durer, fais surtout ce que tu aimes, quel que soit le prix à payer. Parce que c'est ce que tu as voulu, c'est ce que tu fais d'ailleurs. À un moment donné, quand j'ai quitté les majors, pour que j'explique un peu, je me suis autofinancé. J'ai pris tout ce que j'avais comme... Vous avez tout investi dans votre travail, dans votre passion. Dans ce que je voulais faire. Et c'est pour ça que lorsque je fais des albums, pratiquement un tous les 4 ans ou les 5 ans, j'investis dessus en temps, en heure, et même mon argent, il va dedans, parce que je veux faire ce que j'aime moi. Je choisis les gens qui vont me faire sonner. Vous prenez Ravel, Rachmaninov, vous prenez Stravinsky, n'importe quoi. S'il aurait donné sa partition à des musiciens qui sont plus ou moins débutants, ou, est-ce que les partitions auraient sonné? Non. Mais vous êtes également dans le don, en tout cas vous avez souvent aidé pour la réalisation des émissions que j'anime, et vous et Hamid Larbi, je voulais réellement vous remercier. À chaque fois qu'on a eu besoin de vous, vous n'avez jamais pensé, vous n'avez jamais réfléchi, vous étiez réellement dans le don de donner, de continuer et de contribuer. Absolument. Mais il est également déplorable que vous ayez aujourd'hui une carrière internationale, vous faites un peu tous les pays du monde, mais pas en Algérie. Ben, c'est-à-dire qu'ils m'ont donné déjà une tournée, que je remercie d'ailleurs, l'ONCI au passage, parce que bon, je le fais. Hein, c'est l'Office national de... Les gens que j'aime, je leur dis de leur vivant, parce qu'une fois partis, ils ne le sauront pas. Donc moi, l'ONCI m'a fait confiance une fois, et je pense que j'ai assouvi leur désir. Eux, ils voulaient savoir qu'est-ce que je valais réellement, est-ce que j'équivalais à ce que je disais, etc. Donc j'ai fait des dates avec eux, mais depuis, plus rien. Silence radio. Et c'est-à-dire, je ne veux pas mettre le doute dans ma tête, parce que c'est mon pays. Moi, j'ai mes parents qui ont été torturés dans ce pays. Mes frères, ils ont été troués. Enfin, je veux dire, on a tous donné son sang. Et mes frères et ma mère et tout ça n'ont jamais rien demandé, ni carte de combattant, ni quoi que ce soit. Hein. Donc, si vous voulez, ils sont comme moi, dans le don de donner. Et d'attendre et de partager. Vous voyez ce que je veux dire un peu? Voilà. Et donc aujourd'hui, moi, je me retrouve dans cette situation où je suis musical. À partir du moment où j'ai fait un album, il ne m'appartient pas. Tout à fait. Parce qu'on le fait pour qu'il appartienne aux gens, pour que les gens écoutent. Voilà. Et dès que je le sors, je l'écoute plus. Je veux plus l'écouter. Ouais. Et il ne vous appartient plus, comme vous l'avez... Voilà. De la même qu'un type... Je m'excuse, je vous ai coupé la parole. C'est comme un type qui fait un tableau. Une fois qu'il a fini le tableau, je veux dire, il a d'autres idées, d'autres écritures, et il passe à autre chose. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Dès qu'un morceau est fini, et je sens que... C'est-à-dire, un morceau n'est jamais fini, mais il faudra bien le finir. Ouais. Donc, on pense qu'il est fini, mais en fait, on peut le reprendre, etc., faire des covers et machin. Bon. Eh ben, moi, dès qu'un morceau est fini, que je me dis, celui-là, il est fini, c'est terminé. On passe à autre chose. En tout cas, pour être toujours dans cette transmission-là, vous nous l'offrez. Ça s'appelle donc Dream, c'est tout simplement le rêve. C'est en vente chez les bons disquaires, si tant est que vous le trouviez. Bonsoir Smaïl K. Parlez-moi de votre première rencontre avec, je le rappelle, cette habileté du verbe et de la poésie Si Kamel. Serait-ce Oran, encore une fois, et particulièrement Gambetta? Oui, Gambetta. Mais avant, à travers toi, mon frère, ou Yazid Ait Mahdine, donc on se connaissait avant. Mais un autre jour, il m'a appelé, il se trouvait à Oran. Et comme j'avais un travail à Gambetta,
Parce que vous travaillez également dans l'écriture et la transmission, particulièrement sur ce rossignol qui a été assassiné dans les années 90, à savoir bien sûr... Cheb Hasni, entre autres, dans ces martyrs, parce que par exemple, on prend un panel dramatique, aujourd'hui nous sommes le 15, et c'est l'anniversaire de la mort de Rachid Baba Ahmed. Oui. Après, avant il y avait Hasni, bon, plus tard il y avait Bartoub, après Cheb Aziz de Constantine. Bon, pour venir, donc Gambetta c'était le lieu. Donc on est parti voir le grand producteur et arrangeur d'Oran, c'est une sorte de Quincy Jones de la music world qui s'appelle Tawfiq Boumellah, qui est génial. Avec qui on a préparé un opus absolument Gambetta, qui n'a jamais fait en Algérie. Petite parenthèse, qu'on est en train de préparer un album avec M. Tawfiq Boumellah, que je juge, moi, parmi des plus grands du Maghreb réuni. Et il m'a fait confiance, je lui fais confiance, et on est en train de préparer quelque chose qui n'a jamais été fait. Et nos portes vous resteront toujours ouvertes. Venez en parler. Donc, c'était le point de chute. On est enfin, parler de rail, parti partout. Massi, Saïd Ouhrani. Bien sûr. Et, bon, moi, je trouve, ce qui est méritoire chez mon frère, c'est Kamel, c'est que c'est un passeur. Il fait un travail de fond, méticuleux, peut-être il est un peu, un peu rigoriste avec la musique. Et lui, par rapport à l'Ouhrani ou bien le rail, je ne parle pas de clean ou bien de texte et tout ça. Et lui, il a de très bons musiciens. C'est pas qu'on introduit une section cuivre pour faire plaisir cuivre. Non. Lui, il choisit les musiciens. Il faut savoir avoir de bons musiciens pour jouer la section cuivre. C'est une grande différence entre on ramène des trompettes et on joue. Il est très exigeant. Mais la réussite d'un bon album, c'est le studio, c'est les musiciens. Kouchi, comment est-ce que vous approchez la musique ou les univers de Si Kamel, vous qui êtes journaliste, poète, justement, je vous rappelle encore une fois, Ismaël Ka. Comment je l'aperçois? Oui, comment vous l'apercevez? Moi, je trouve, par rapport à ce qui se fait, elle est sophistiquée par rapport aux autres, c'est-à-dire très en avance. Pourquoi? Parce que lui, il le fait doucement mais sûrement, d'une manière mûre. Et c'est du nectar, c'est copieux, c'est à couper au couteau. C'est un mot intraduisible. Quand oui, c'est voilà, vraiment touché. C'est du nectar. Mais c'est pas l'oreille léger pour faire une narmata, on va Bleb Houari ou bien Ahmed Wahbi ou bien Khaled Bakhta. Non, il a sa manière. Mais lui, il a une chose, c'est que d'une manière internationale, il le fait. Bon, il n'est pas dans le mainstream, comme on dit, mais il le fait à sa manière. Il part à Londres, tout ça. C'est une sorte d'ambassadeur, peut-être, entre parenthèses, maudit, parce qu'on ne le connaît pas. Mais lui, il fait, ce qu'il apporte, le bonheur qu'il apporte, à l'étranger, dans les autres pays, en Australie, ou bien il va après-demain, je crois, il part à Londres pour faire un jam session, je ne sais pas. Mais quand même, il faut saluer tout bas ce monsieur qui fait un travail de mémoire, anthropologique de manière, mais ensuite c'est notre patrimoine. Il n'a pas fait une bluette française Frenchy au mari pour faire plaisir. Non, mais il fait Ouhrani, tablette. C'est un patrimoine. La revendication de l'identité algérien, il le revendique à sa manière, mais il apporte sa petite pierre, modeste pierre. Mais il n'est pas dans la gloire ou bien la gloriole pour dire voilà, moi je suis dans nos studios. En tout cas, à nos yeux, c'est un grand artiste. Ça, je peux réellement le dire. Et c'est la raison pour laquelle nous voulions à tout prix que vous soyez sur notre plateau ce soir. Si tu me permets cette petite parenthèse, il y a tellement que j'aime la ville d'Alger, que je l'adore, qui m'a fait découvrir des amis que j'ai ici. J'ai fait un morceau comme Ahmed Wabi à l'époque, moi aussi, je me suis un petit peu piqué et j'ai fait un morceau en hommage à cette magnifique ville qui s'appelle Alger. Vraiment. Mais Oran, toujours et encore. Nous allons découvrir juste un autre petit passage de votre clip, je le rappelle, Hanin Ouharan. C'est Si Kamel, un nom à retenir. Regardez.
شعير القمريات عيش الناس السير عشرته مكنوز بالرسم والبيان Wahran habite toujours les univers. Je le rappelle encore une fois, notre dernier invité qui a pour nom, je le rappelle encore une fois, Si Kamel. Dernière question, le choix de certaines places de ce clip n'ont pas été fortuites. Non. Absolument pas, parce que le théâtre que tu as vu, ouais. C'est un mini Garnier de Paris en plus petit, et parce que M. Aloula était le dramaturge que Bien moi, sûr. même une fois, j'étais en Tunisie, parce que je le dis à bon entendeur. À ceux qui nous regardent. Voilà. J'ai été à Gefsa et le type qui m'avait invité, et il y avait, à l'époque, il y avait Césaria Evoria, qui est la grande... qui est venue à Alger, la diva aux pieds nus, la capverdienne. Ouais. Voilà, c'est le niveau que j'attaque. Hein. J'ai même fait des... Enfin bref, on va rentrer dans les détails. Et le type qui m'a programmé, il m'a dit, ça me rappelle quelque chose, j'adore ce que tu fais, patati patata. Puis on a sympathisé, on a commencé à parler. Puis il m'a dit, il faut que je te dise quelque chose sur Oran. Je lui ai dit, vas-y. Alors il m'a dit, tu sais ce que je suis ici? Je lui ai dit, non, c'était à l'époque de M. Benali, voilà, les Trabelsi, et sa femme. Alors je lui ai dit, non, je suis désolé, moi je ne connais pas la Tunisie, c'est la première fois que je viens, machin. Il m'a dit, mon maître à penser, celui qui m'a fait aimer le théâtre, s'appelle M. Abdelkader Aloula. d'Oran. Donc tu lui dois ta programmation. Oui. Et donc vous vouliez lui rendre hommage et rendre hommage à tous ces grands maîtres qui nous ont inspirés. Voilà. Et les autres, Ablaoui Louari, on a vu et Ahmed Wahbi a présenté vraiment de tout mon cœur à Rahal Soubil qui se porte garant. Et puis je voudrais juste, si je me le permets, 2 petites secondes, j'ai des amis très chers, très chers à mon cœur, qui ont perdu son frère, l'autre il a perdu sa moitié, sa femme, qui sont complètement dévastés. Je voudrais leur dire à travers cette émission, si ça peut leur apporter un peu de confort, qu'on est avec eux, et que donc la vie continue, et puis je leur souhaite vraiment on peut dire, merci Si Kamel. De continuer. Voilà. Vos univers sont là, je rappelle, Dream. Dernière question, notre ami bien sûr. Et là il y a une particule, j'aime bien, Si Kamel. C'est comme ça qu'on l'appelle, Si Kamel. Une forme de respect aussi. Oui. Le travail sur lequel vous êtes... anthropologique, ça fait longtemps. Ça extraordinaire, fait hein, sur le rail, sur la chanson, sur la poésie. Mais un travail journalistique. Tout à fait. Moi j'ai eu la chance de voyager un peu partout dans le monde. Et vous allez restituer tout cela. Oui. Beaucoup de recherches. Je vais souvent à Mascaran, je vais à Computer, je vais dernièrement je suis parti voir Moussoud Bellemoub, Mimit Mouchinti, Bentata, voilà. Mais un travail anthropologique qui prend du temps. C'est-à-dire, c'est pas avoir mon nom ou bien le sortir et dire voilà, j'ai sorti les noms. Ça reste après comme restituer la vérité. Voilà, la vérité et être honnête avec. Et en plus, comme a dit souligné madame et monsieur, mes amis, mes frères poètes et sœurs. Vous l'êtes aussi dans Carnier oui. Sommiac. J'adore les gens qui aiment les mots. Ça, c'est cash. Alors, c'est ça qui ressort. Donc, c'est un travail de mémoire. Quand est-ce que vous serez sur ce même plateau pour en parler? Courant 2018 ou 19, c'est le cas. 2019. 2019. Le rendez-vous est fixé. Voilà, donc c'est déjà la fin de cette aventure qui a réuni les amoureux du verbe. D'abord, Amina Mekahli à travers son dernier roman, le deuxième après Le secret de la Girelle. Elle est de passage pour Nomade brûlant. C'est aux éditions ANEP. Ça, je vous le conseille vivement. C'est en vente libre chez les bons libraires. Poussez la porte de votre libraire et vous allez être transporté dans un monde extraordinaire, même si, faut-il le rappeler, la déconstruction, la quête, le questionnement, l'arrachement habitent vos univers. Je le rappelle encore une fois, Amina Mekahli. Je laisse toujours de la place pour l'espoir, toujours. Exactement, et pour notre plus grand plaisir. Hamid Larbi qui a fait ce vol de nuit Montpellier-Alger, donc Furtif Instant, c'est aux éditions du Levant, mais également cet autre univers assez particulier, ciselé. Hein. Le chant de mots, c'est toujours de la poésie. Cette fois-ci, c'était aux éditions Casbah. Après, bien sûr, celle du Levant. Juste un mot. Bien sûr, allez-y. Il y a un autre qui va sortir prochainement avec la maison de Didi sur Apic,
les lettres sans nombre. Et je tenais à remercier pour ce que vous avez dit pour le voyage, parce que sans mes responsables, je suis un fonctionnaire dans une administration qui est le ministère des Affaires étrangères au consulat de Montpellier, qui m'a permis d'être ici parmi vous. Et on les remercie aujourd'hui, on le remercie infiniment. Et voici votre traduction en espagnol. On appelle ça une exclusivité. Et par la même occasion, présenter l'album de Si Kamel, qui flirte entre le jazz oriental, le raï, mais le raï roots, hein, le vrai, hein, celui des maîtres d'Oran, entre autres, bien sûr. Ça s'appelle Dream. Et comme on lutte continuellement contre l'oubli et l'amnésie, l'ouvrage de notre ami Kasmaïl, ça s'appelle Carnet insomniaque, saison hindoue, entre 1994 et 95, préfacé par cet écorché du verbe. C'est notre ami, bien sûr, qui nous a quittés il y a quelques années, Jamel Amrani. Que pourrais-je vous souhaiter une bonne... Oui, tu me permets juste une petite... Bien sûr, allez-y. Vous aurez le dernier mot, c'est fini. Je voudrais juste remercier mon grand label à Paris, Sésame International, qui m'a permis d'être là parmi vous. Merci beaucoup. Parce que je suis sous contrat avec eux et que tout ce qui concerne l'Algérie, ils me laissent faire. Merci beaucoup. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Merci Amina Mekahli. À bientôt, j'espère. Merci Un troisième roman est déjà en train de macérer. J'ai toujours quelque chose sur le feu. Toujours. La même chose. Vous avez déjà d'actualité à travers les éditions APIC. Oui, remercions Samia Cheikh et Karim. Voilà, il y a un autre qui est en cours en France avec la maison d'édition Domens, qui est la maison d'édition d'Edmond Charlot, que l'on connaît. Une mémoire d'Alger. Voilà, que j'ai l'honneur que ça va sortir aussi. C'est Les Reflets du Verbe qui va sortir prochainement aussi en France dans les prochains. Merci beaucoup. Merci. Envoyez-nous vos ouvrages, on sera toujours là. Merci Kamel. On a un opus qui va sortir bientôt avec Toufir Bomellah, que j'embrasse très très fort. Et quelque chose, je répète, quelque chose qui n'a jamais été fait. Ah bah écoutez, soyez juste patient. On est toujours à l'affût, hein, je vous rassure. Quelque chose qui n'a jamais été fait. Merci Kamel Smaïlka. À très bientôt, j'espère. Merci à vous. Merci de votre fidélité au programme de Canal en général et de Culture Club en particulier. Alors si vous avez manqué cette émission et si nous vous manquons, allez savoir, nous serons rediffusés le vendredi matin autour de 10h55. Sinon, gardons le contact sur l'adresse bien sûr mail cultureclub@untv.dz et que la nuit vienne reposer nos esprits apaisés, nos esprits parfois si tourmentés. À la semaine prochaine. Merci madame, merci messieurs.